Bonjour, bienvenue sur la chaîne Michael Kai. Eh bien, dans cette vidéo, vous saurez tout sur les contenus dont Paris Saint-Germain a besoin pour réussir à faire que son équipe professionnelle se qualifie contre la Real Sociedad pour les quarts de finale de la Champions League. Donc, il y a 2 mois de travail pour le Paris Saint-Germain avec un système de jeu que Paris semble avoir quand même trouvé avec 3 arrières, 3 milieux, 3 avants et un buteur. Maintenant, reste à savoir sur les images du match que Paris Saint-Germain a disputé à Lille, ce qu'il reste à travailler et ce qu'il reste peut-être à changer ou à revoir pour que d'ici 2 mois, eh bien, Paris Saint-Germain, dans ce système de jeu-là qui me semble être celui qui lui correspond pour des raisons que je vais expliquer plus tard, eh bien, à partir des images, nous allons voir ce que ce système a pu offrir comme situation et solution. Dans un premier temps, on peut voir que ce système permet à des joueurs libres comme ici Barcola de pouvoir toucher facilement un joueur comme leur star, on va dire, qui est Kylian Mbappé. Malheureusement, dans cette situation, comme dans beaucoup d'entre elles, eh bien, ce n'est pas la priorité de la plupart des joueurs ou de beaucoup des joueurs, devrais-je dire, du Paris Saint-Germain qui bien souvent jouent autre chose que Mbappé qui est pourtant leur meilleur joueur comme ici Barcola. Ici, on va voir que la passe pourrait arriver, elle est peut-être plus difficile à réaliser, mais encore une fois, il devrait être dit d'ici le mois de février et travailler à l'entraînement le fait que le joueur a recherché et a priorisé dans ses choix, c'est Kylian Mbappé. Ici encore, la passe ne lui arrivera pas alors qu'elle pourrait lui arriver ici. Il est plus rapide que les 2 arrières axiaux en général, donc la balle aurait dû lui être mise ici. Dans un deuxième temps, ici, pareil, hein, Mbappé pourrait être touché, il ne l'a pas été. Ici, Mbappé, plus difficile, mais on voit quand même que l'arrière axial Danilo Pereira n'est pas attaqué par un adversaire. Il a même 20 mètres ou 15 mètres entre lui et le premier adversaire. Donc, il devrait facilement tenter de joindre et d'éliminer, on va dire, l'arrière direct, l'arrière qui défend sur Mbappé. Il n'en visera pas du tout. Dans un deuxième temps, nous avons également ici une possibilité de passe un peu plus courte, semi-longue, on va dire, où Mbappé, s'il était la priorité du bloc équipe en situation offensive, eh bien, devrait être recherché ici également. Dans un autre registre, nous voyons Barcola en possession de balle ici. Il a une passe de 10-12 mètres à effectuer pour joindre Mbappé. Ça ne sera pas effectué non plus. Ici également, on voit que Marquinhos n'est pas attaqué par aucun adversaire. Il est paré. Donc, il a la possibilité également de gérer une passe longue ou semi-longue dans l'espace ici, dans le dos des 2 arrières axiaux pour Mbappé. Dans un autre registre, nous avons Danilo Pereira là qui est ici plus avancé dans le jeu, plus proche donc d'Mbappé, une passe donc qui serait moins longue et moins difficile à réaliser pour être précise. Là encore, il ne l'envisage pas. Il n'est pourtant pas attaqué par un des arrières du bloc, enfin un des défenseurs avant de Lille. Ici également, pas d'adversaire sur le porteur de balle. Danilo Pereira ne va pas essayer de joindre Mbappé. Ensuite, on va avoir également ici une possibilité de passe, même au sol, hein, ou semi-longue par-dessus ici pour Mbappé. Ça ne sera pas tenté. Là, on a Kangili qui, a priori, essaye de joindre Mbappé, mais finalement, ça ne donnera rien. Mais au moins, lui essaye de jouer dès qu'il le peut avec Kylian Mbappé, ce qui est quelque chose que Kylian Mbappé sait, bien sûr, dans le vestiaire. Il sait quels joueurs vont essayer de jouer avec lui et il sait également quels autres préfèrent l'éviter, si bien qu'il ne réalise d'appel de balle, et il a bien raison, que lorsqu'il sait que la balle est en possession de ceux qui essayent de le joindre en priorité. Les autres, il ne fait pas d'appel parce qu'il désire montrer à son entraîneur et à l'environnement club que voilà, il y a un peu d'ordre à mettre dans les esprits tactico-techniques des joueurs de son équipe, parce que si certains ne sont pas sûrs de devoir jouer avec lui, c'est le boulot des entraîneurs et du directeur sportif Campos de le leur dire. Là, on voit également une passe possible de la part de Marquinhos qui n'est pas attaqué.
qui pourrait être ou dans l'axe ici en appui ou en profondeur, même si l'arrière ici est orienté pour envisager une passe éventuellement longue. À ce moment-là, il y a une possibilité de passe courte pour Mbappé. Elle n'est pas tentée. Là, il y a une passe très courte que notre ami Vitinha pourrait également réaliser pour Mbappé. Elle ne sera pas donnée. Dans un même registre, hein, on a encore une possibilité ici. Canguilhi, en général, essaye de jouer avec lui, mais il devra progresser sur le fait que même étant attaqué par son cadreur direct, il doit réussir à trouver l'espace de passe au sol ou en l'air pour Mbappé. Surtout quand Mbappé joue comme ça, buteur avant-centre en pointe, même si je reviendrai là-dessus, je pense que ce n'est pas le poste qui devrait être donné dans l'équipe en 4-3, en 3-3-3-1 à Mbappé. Il ne devrait pas jouer en pointe pour des raisons que j'évoquerai plus tard. Ici, nous avons également Vitinha qui est en possession de balle dans la surface de réparation. Alors, il est une évidence qu'il recherche à faire des statistiques plutôt qu'à faire le bonheur du Paris Saint-Germain, lui, parce qu'il a bien souvent la passe possible pour Mbappé ou pour un autre joueur que lui-même. Mais dès qu'il le peut, il essaie de se mettre en évidence plutôt que d'utiliser les forces les meilleures du buteur qu'est Kylian Mbappé. Donc là, il devrait donner priorité à une passe en retrait ici qui prendrait en plus à contre-pied les deux arrières axiaux. Mbappé, le sachant, se déplace dans cet espace-là, mais visiblement, ce n'est pas travaillé à l'entraînement, si bien que Vitinha, dès qu'il a une possibilité de passe ou de tir, il le fait, même si il a une bonne frappe de balle, celle-ci ne donnera pas l'occasion à un but. Et là, on voit à la fin que si dans ce temps-là, il fait choisir une passe en feintant le tir, par exemple, une passe en retrait à Mbappé, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de chances à ce qu'il y ait but. Dans un deuxième temps, nous voyons ici une passe également en profondeur, puisque Marquinhos n'est pas attaqué ici non plus. Il y a beaucoup d'espace derrière, dans le dos des deux arrières axiaux pour Mbappé. Elle ne sera pas tentée. Et Mbappé ne fera pas l'appel, parce qu'il sait que ce n'est pas travaillé, ce n'est pas souhaité, ce n'est pas le schéma préférentiel de l'entraîneur vraisemblable. Donc ici, pareil, hein, nous avons Lucas Hernandez en possession de balle qui n'est pas attaqué. Il aurait la possibilité d'avancer et de faire une passe même au sol à Mbappé. Ce n'est pas, ne serait-ce qu'envisagé. Même chose ici. Même chose ici, on voit avec une position joueur. Là, on a la vision carrément joueur. C'est pour ça que je l'ai choisi. Où on voit que voilà, si tu as ton adversaire qui est facilement éliminé par une passe vers Mbappé, elle devrait être systématiquement réalisée. Et ici, même chose, même si elle est plus difficile, on voit que cette passe ici qui attirerait les deux arrières axiaux vers Mbappé ici, elle est facile à réaliser techniquement, mais elle est simplement tactiquement pas envisagée. Ici, même chose, nous avons une possibilité de passe pour Mbappé, elle ne sera pas envisagée. Possibilité de passe à Mbappé également en profondeur à ce niveau-là de jeu. Les arrières et les joueurs du niveau technique de ceux du Paris Saint-Germain ont tous la capacité d'envoyer une balle très précise là à Mbappé si c'était travaillé, envisagé et souhaité, sachant que c'est ce qui va permettre à Paris Saint-Germain de se qualifier ou pas en quart de finale de la Champions League, voire même de la gagner. Dans un deuxième temps, dans une autre possibilité ici, on voit que Mbappé fait l'appel de balle. Ça ne sera pas fait encore. On voit que là, Mbappé fait un appel en profondeur à contre-pied sans être hors jeu de son arrière axial. La passe ne sera pas effectuée. Ici, on voit Lucas Hernandez qui pourrait faire la passe devant lui à Mbappé. Il va simplement continuer l'action en conduite de balle et perdre la balle. Dans un même là, on a un 1 contre 1 à jouer entre Mbappé et son adversaire direct lillois. La passe ne sera pas effectuée. Ici, même chose. Hein, on a une possibilité de passe ici pour Mbappé. Elle ne sera pas effectuée. On va chercher à contourner le bloc. Non seulement ça ennuie, mais surtout ça ennuie parce que ce n'est pas efficace. On ne cherche pas la situation qui va permettre d'éliminer et donc d'occasionner des buts en grand nombre. Ici, même chose. Hein, on a la possibilité 1 contre 1 ici. Le porteur de balle n'est pas attaqué par son adversaire direct, donc la passe devrait être tentée et effectuée.
Ici, même chose, on a Mbappé qui est ici à droite en contre-attaque, en attaque rapide. Il serait en 1 contre 1 si la passe lui était faite ici avec cet adversaire-là, vu la vitesse d'Mbappé. Et non, M. Vitinha va chercher à jouer un 6 contre 3 ou un 6 contre 4 ici, un 6 contre 5 ici. Il va essayer de faire une passe sur le côté, à gauche. Donc c'est comme si Vitinha, je n'ai rien contre lui parce que j'admire au contraire l'évolution du joueur dans ses capacités, passes décisives, buts et dans son jeu d'attaquant, mais ça le rend plus égoïque que collectif. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, s'il n'est pas recadré, va définitivement nuire à l'efficacité du jeu, de Paris Saint-Germain, en Champions League à l'évidence, mais même en Ligue 1. Dans un autre registre là, donc là on voit que Hakimi, qui est, on le sait, proche de la personnalité d'Mbappé, lui réalise les passes, mais là il y a un travail technique à faire, parce qu'on voit que la forme gestuelle utilisée pour la passe décisive là à Mbappé n'est pas en mesure de générer une trajectoire qui va être facile à reprendre, parce que c'est une trajectoire qui va être courbe vu le geste qu'il réalise ici et qui donc va être plus difficile à analyser pour le buteur Mbappé ou un autre buteur que Mbappé. Et la balle va tourner sur elle-même également, donc c'est plus difficile également de la reprendre avec précision pour la mettre à l'endroit souhaité par le buteur. Donc là, il y aurait un travail à faire également dans un deuxième niveau de travail plus technique, que dans les passes et dans les frappes de balle, eh bien, il soit différencié dans le travail d'ici le mois de février les frappes qui permettent d'être décisives en termes de passes décisives pour le buteur, donc plus facile à reprendre et précise, des tirs qui, eux, doivent être réalisés avec une frappe de balle qui est différente également, mais ce n'est pas travaillé à l'entraînement à l'évidence. Dans un autre registre ici, nous avons encore une passe qui pourrait être faite à 2 mètres de lui. Et on voit là, c'est quand même très surprenant, que quand Vitinha a la balle, eh bien Mbappé lui demande simplement bah, « donne-la-moi, c'est moi la star de l'équipe, c'est moi le buteur ». Et il ne fait pas, s'il savait que la balle allait lui arriver comme lorsqu'il jouait avec Messi ou avec Neymar, eh bien on voit qu'Mbappé ne fait pas l'appel en profondeur ici, qu'il devrait pourtant faire pour éliminer avec sa vitesse en 4 enjambées. Là, il serait ici avec une passe qui serait effectuée ou au sol ou par-dessus en louche. Mais il ne la fait même pas parce qu'il sait que Vitinha ne va pas essayer de le joindre, va simplement utiliser son appel de balle s'il était effectué pour lui tirer au but. Donc à ce moment-là, bah, Mbappé, et il a bien raison, il ne bouge pas pour recadrer. Eh bien, l'encadrement technique, c'est le cas de le dire. Ici, on voit une passe également qui pourrait être effectuée, qui est effectuée cette fois-ci à Mbappé. Et c'est là où je pense que son poste n'est pas celui de jouer en pointe pour une première raison, c'est qu'il n'a pas l'habitude de jouer dos au jeu et donc de surprendre son adversaire. Là, on voit qu'il va faire un contrôle en profondeur, donc qui est bien d'un point de vue intention, parce que c'est vraiment vers là qu'il devrait tenter d'aller, effectivement, pour marquer, mais on voit qu'il n'a pas l'habitude de sentir comment prendre à contre-pied son adversaire sur les contrôles de balle dos au jeu, parce qu'il devrait être en mesure de voir, s'il en avait l'habitude, bah, que l'appui de son adversaire direct est dans la même orientation que celle qu'il envisage d'utiliser, si bien que bah, la balle va être interceptée par l'arrière axial lillois. Ensuite, Mbappé, quand il joue plus en recul, c'est-à-dire plus en position de numéro 10 ou d'avant-centre, jouant derrière un buteur qui est vraiment un numéro 9 de métier, eh bien, il a souvent la possibilité, il réussit de mieux en mieux ses passes vers l'avant pour des buteurs tels que Kolo Muani ou Dembélé ou Barcola ou Ramos. On voit qu'il affectionne depuis cette saison le jeu de passes décisives et il est suffisamment intelligent, doué et aussi généreux dans son jeu offensif de passes décisives. Kylian, il respecte le jeu, hein. Quel que soit le joueur qui fait un appel de balle efficace, il va tenter la passe qui lui est destinée, de manière à ce que Paris Saint-Germain gagne son match tout simplement. Dans un deuxième temps, enfin, ce que j'aurais pu dire également pour celle-là, c'est que là encore, un peu comme notre ami Hakimi, il y a lieu de faire travailler Kylian Mbappé sur ses choix, sur ses différenciations de frappe de balle, quand elles sont de nature à avoir une trajectoire rectiligne facile à contrôler, comme dans les passes décisives, ou quand elles sont de nature à battre le gardien. Ça, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur. Il a une frappe fulgurante pour battre le gardien de but, mais ce type de frappe de balle-là n'est pas du tout la même forme gestuelle
requises pour réussir des passes décisives et envoyer sur orbite ses attaquants Kolo Muani ou Dembélé. Ensuite, même chose pour notre ami ici, Dembélé. On voit que dans sa forme gestuelle, même quelqu'un qui ne connaît pas les formes de gestes requises pour les passes ou pour les tirs, donc les frappes de balle, là, on voit que sa frappe de balle n'est pas de nature à envoyer précisément dans le but la balle, quoi. C'est-à-dire que la trajectoire qui est produite par cette forme de geste-là, qui se termine avec un pied haut comme là, on le voit Dembélé, on voit bien que c'est une balle qui est poussée. Ce n'est pas une balle qui est vraiment envoyée à un endroit précis à 10 cm près, quoi, ce qui devrait être son niveau. Donc lui, comme les autres attaquants du Paris Saint-Germain, on va dire vedettes, hein, tous, hein, de Barcola, Ramos, Mbappé aussi, n'ont pas dans leur esprit la bonne forme de geste représentée pour être précis, comme quand il faut tirer avec une trajectoire courbe. Il faudrait faire un travail très important pour que le manque d'efficacité des attaquants actuels du Paris Saint-Germain cette saison soit meilleur. Hein, tout simplement, c'est d'ordre technique. Ensuite, si je reviens sur le système, par rapport à l'analyse que je viens de faire sur les quelques images qu'on vient de voir, Vitinha ne doit surtout pas jouer numéro 10, mais doit jouer à la place de Canguilhi ici, milieu axial gauche, hein, quand on joue à 3 milieux. Le système 3-3-3, il est bon, mais Mbappé doit jouer numéro 10. Vitinha doit jouer milieu gauche. Canguilhi doit remplacer Barcola, qui ne fait jamais de passe à Mbappé, contrairement à Canguilhi, qui est en plus très à l'aise dans la balle et est capable de déséquilibrer si on lui donnait confiance. Et Mbappé aime jouer avec lui parce qu'il sait que quand Canguilhi a le ballon, eh bien, s'il peut faire la passe à Mbappé, il l'a fait. Et Canguilhi est un bien meilleur joueur dans les petits espaces sur le côté que Barcola, qui lui serait plus un joueur de contre-attaque, mais n'a pas aujourd'hui la technique de frappe de balle qui lui permet d'être efficace, comme Dembélé ne l'a pas non plus, même si Dembélé, lui, contrairement à Barcola, essaie de jouer avec Mbappé. Donc Dembélé grâce à ça, doit être titulaire. Donc Vitinha doit passer milieu gauche, Canguilhi doit passer avant gauche, Mbappé doit passer numéro 10, donc jouer à la place dans le 4-3-3, avant-centre du 4-3-3, à la place de Vitinha ici. Notre ami Kolo Muani doit jouer à la place d'Mbappé, de passer du banc au poste de buteur, parce que lui, il a la capacité physiologique, Kolo Muani, et aussi l'habitude de jouer avant-centre, c'est-à-dire de courir après deux arrières axiaux défensivement et même de courir après le gardien de but lorsque celui-ci aura la balle. Et il suffirait à ce moment-là de bien montrer à Mbappé comment défendre derrière Kolo Muani pour prendre l'un des deux arrières axiaux qui resterait sans adversaire direct au marquage. Et ça, on peut faire confiance à Mbappé pour bien comprendre comment se positionner et comment bien rendre service défensivement avec 4 joueurs qui défendraient sur la ligne des arrières adverses plus le gardien de but, c'est-à-dire ou 4 joueurs ou 5 joueurs en fonction du système 4-4-2 ou à 3 défenseurs que l'adversaire utiliserait. Ce système en 3-3-3-1 sera efficace pour le Paris Saint-Germain parce qu'il va permettre au Paris Saint-Germain de défendre haut dans le terrain adverse et c'est le jeu qu'il devra de toute façon utiliser, le système de jeu qu'il devra utiliser s'il veut aller loin dans la compétition de Champions League, comme trouver sa vraie forme de jeu. Et bien sûr, il faudra à ce moment-là conserver ces 3 jeunes joueurs au milieu qui peuvent courir, qui ont des grosses physiologies et qui sont des travailleurs, à condition de dire à Vitinha de jouer en 1 ou 2 touches, comme le font déjà Ugarte ou Zahir Emery, même si Zahir Emery commence à prendre confiance en lui, de manière à ce qu'il conserve de l'énergie pour bien défendre, surtout s'il n'y a que 3 arrières derrière eux. Ces 3 arrières devront être également les joueurs les plus rapides des arrières du Paris Saint-Germain. Hernandez est rapide, Pereira ne l'est pas. Marquinhos est rapide, devra donc jouer dans l'axe et devra descendre ici Hakimi, qui lui aussi est très rapide, aussi rapide qu'Mbappé. Donc c'est lui qui devra jouer arrière droit. Marquinhos arrière central, Hernandez arrière gauche. Voilà, ces 3 arrières sont à la fois de bons défenseurs et en même temps de bons relanceurs, donc sont en mesure de jouer le plus haut possible avec 4 avants qui vont défendre haut dans le terrain. Ces 3 joueurs rapides pourront jouer haut également car ils n'auront pas peur des espaces laissés dans leur dos
d'être pris de vitesse par des attaquants adverses. Il faudra en même temps voir si Tenas ou Donnarumma seront capables, qui est le plus capable de jouer comme un libéro, hein, comme un sweeper, comme on dirait en anglais, de ces trois arrières, au cas où des passes en profondeur seraient faites en contre-attaque par l'équipe adverse. Il faudra un gardien capable de jouer hors de son jeu comme un libéro. Donc, il faut le travailler. Si Donnarumma ne sait pas le faire, a priori, il ne l'a jamais travaillé. Il devrait en être capable, mais il faudra lui faire travailler ses réactions tactico-techniques de défenseurs libéraux. Donc, voilà ce que je voulais par rapport au système signalé, sachant que, comme par hasard, le Real Sociedad est l'équipe espagnole qui a terminé première de son groupe de Champions League, dans laquelle il y avait l'Inter du Milan. Et à Milan, nous voyons quoi? Nous voyons que la Real Sociedad a trois arrières qui jouent sur la ligne médiane, trois milieux qui jouent dans le camp adverse et quatre avants, avec trois avants plus un buteur, qui défendent tout terrain, en un contre un tout terrain, là où est la balle, il y a un adversaire. Donc c'est comme par hasard une potentielle leçon que le Real Sociedad s'apprête à donner à l'équipe de Paris Saint-Germain. Si Paris Saint-Germain ne progresse pas dans le sens indiqué, il lui sera donné une leçon en huitième de finale de Champions League par la Real Sociedad, qui, elle, maîtrise cela depuis très longtemps, parce que la moitié de ses joueurs est composée de joueurs formés par le club de Real Sociedad. Donc, le système est connu et maîtrisé. On le voit, hein, trois arrières positionnés dans l'axe pour éviter l'accès à la cible, trois milieux qui se situent tous les trois autour du ballon, qui est ici, et trois avants plus un buteur qui sont en train de tous courir, sauf la petite star là-bas, ailier droit, qui, elle, se permet de ne marquer que son adversaire direct parce qu'il lui est demandé, à chaque fois qu'il a le ballon, eh bien, de vraiment perforer, percuter et créer le déséquilibre, le décalage. Donc, attention à ce huitième de finale contre la Real Sociedad. Apprenez de la Real Sociedad comment vous devez jouer. Vous faites simplement copier-coller sur ce qu'eux font avec les individualités que Paris a. Eh bien, Paris Saint-Germain devrait facilement battre en adoptant ce système et en le maîtrisant dans les 2 mois qui arrivent par le travail qui va être fait, se qualifier pour les quarts de finale et donc être vraiment préparé pour aller loin et même gagner la Champions League avec ce système-là. J'en veux pour preuve qu'en phase de groupe, le dernier match qui était qualificatif comme une finale, hein, disputée par Paris à Dortmund, a été disputé en 4-4-2. Et là, on voit qu'avec 4 arrières, 4 milieux et 2 attaquants, eh bien, l'arrière adverse, là, n'est pas du tout cadré, sachant qu'Mbappé, comme Dembélé, là, c'est Kolo Muani, hein, ne vont pas courir partout non plus. Mais même avec un bloc qui, pourtant, en 4-4-2, pourrait être supposé plus hermétique, eh bien, on va voir là, dans cette situation, que la balle va passer facilement entre les arrières et entre les milieux, pardon, sans que le réceptionneur de ballon ne soit cadré par les arrières axiaux adverses. Hein. Voilà, Skriniar n'a pas envie d'aller au duel, apparemment. Il préfère marquer ici son espace, mais dans l'espace, il n'y a pas d'adversaire. Et c'est là où je vais intervenir maintenant dans un troisième type de contenu, c'est le rapport à l'adversaire. Souvent, les joueurs de Paris Saint-Germain, comme les autres, hein, dans toutes les équipes professionnelles, considèrent leur poste et donc leur zone de jeu, défensivement comme offensivement, sans être, je dirais, focalisés sur leur adversaire direct, offensivement ni défensivement. Alors, défensivement, c'est dangereux, évidemment, mais offensivement, ça pourrait considérablement aider et préparer le replacement défensif si les joueurs apprenaient à jouer en interaction avec l'adversaire de leur zone. C'est-à-dire, on ne marque pas une zone, on marque l'adversaire qui est situé le plus proche de sa zone. Et bien là, on voit que Skriniar, par exemple, n'a pas considéré le seul attaquant adverse qu'il y avait dans sa zone à marquer. Donc, ce qui fait qu'il peut facilement faire une remise à son joueur d'appui, qui lui non plus n'a pas fait l'objet d'un marquage par les milieux du Paris Saint-Germain. Donc, ils peuvent tranquillement jouer une passe décisive à notre attaquant Füllkrug, qui lui n'a plus qu'à essayer de marquer. Fort heureusement, il va la mettre à côté. Pour revenir et rebondir sur ce que je disais sur le jeu que les arrières devraient avoir, comme les milieux, en priorité dans leur esprit de jouer avec Mbappé dès qu'ils le peuvent, et bien là, on voit que Lucas Hernandez n'étant pas attaqué, il va tenter cette passe décisive à Mbappé de 60 mètres, de 50-60 mètres, donc il n'y a pas plus longue passe que celle-ci,
et il va la réussir. Ce qui fait que Mbappé va prendre 2 mètres d'avance sur son arrière au marquage, va pouvoir éliminer le gardien et il aura fallu un sauvetage miraculeux de Zouleux qui, par bonheur ou c'est pas de la chance, hein, je ne crois pas trop en la chance, moi, mais bon, il va réussir un exploit pour enlever le but à Mbappé. N'empêche que la passe décisive réalisée de 60 mètres par Lucas Hernandez eh bien, atteste que c'est bien Lucas Hernandez qui doit jouer arrière axial droit dans un système à 3-3-3-1 parce que lui, il sait défendre, mais aussi il sait faire des passes décisives de loin. Ce que je n'ai pas vu Skriniar faire, ce que j'ai déjà vu Marquinhos faire, ce que je sais Hakimi être capable de faire également si on lui fait travailler ses frappes de balle. Donc là, on voit que sur cette image, que Mbappé, quand il ne joue pas avant-centre buteur en pointe, eh bien, en numéro 10, il arrive à se situer dans le dos des milieux axiaux du bloc adverse. Et là, à ce moment-là, il est très efficace. On va voir qu'il va savoir se mettre avec la balle, se tourner vers le but et faire une passe millimétrée pour Kolo Muani qui va de vitesse battre les 2 arrières axiaux également. Malheureusement, Kolo Muani, comme Dembélé, comme Mbappé, en 1 contre 1, ont une frappe de balle à comprendre et à apprendre, hein, à visualiser et à travailler pour être précis et arriver à chaque fois à mettre une balle qui rase les pieds du gardien de but de manière à ce qu'il y ait, comme on dit dans le jargon, cajot à chaque fois. Donc là, ça passe à côté. Malheureusement, voilà, il a cette frappe intégrée à la course à apprendre. Hein. Mais Dembélé, comme Mbappé, comme tous les joueurs du Paris Saint-Germain, Ramos ou Barcola, doivent apprendre également quelle est cette frappe de balle qui permet justement de battre le gardien à chaque fois quand on est en 1 contre 1, sachant qu'ils ont tous la capacité de se retrouver souvent en 1 contre 1. Là, on voit même chose. Mbappé en numéro 10 ici, qui est situé ici, va avoir la balle maintenant en numéro 10. On va voir que quand il n'est pas en pointe, voilà, il a la balle maintenant. Il va encore réaliser une passe décisive au millimètre qui va envoyer Kolo Muani contre le Dortmund en situation de marquer. Donc là, Kolo Muani, malheureusement, rate son contrôle et la met un petit peu trop sur son côté droit, mais c'est parce qu'il n'est pas focalisé sur son adversaire. S'il était focalisé sur son adversaire, sur Kolo Muani, hein, je parle, sur sa prise de balle, eh bien, il chercherait à passer devant lui. Et là où il y a pénalty, où il va se retrouver en position, en passe décisive facile pour Barcola, qui n'aura plus qu'à la pousser au fond. Donc là, c'est le jeu vraiment à l'adversaire. On va voir ici que par rapport à l'adversaire, là, il est bien positionné, hein, le gardien de but libéraux de sa ligne arrière. Donc là, on est sur une phase arrêtée, donc c'est-à-dire sur des sorties aériennes qui permettent d'éviter de prendre des buts. Dieu sait si c'est très important en football d'avoir un gardien capable de le faire. Là, on a un gardien qui fait plus d'1,90 m, qui devrait donc ne pas avoir peur des duels dans sa surface en l'air. Et pourtant, hein, alors qu'on voit que il est sorti prêt à intercepter la balle à quelques mètres vers le point de pénalty. La balle arrive à 4-5 mètres de là où il était positionné. Il a préféré reculer et laisser libre champ à l'adversaire qui n'a plus qu'à marquer. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire travailler Donnarumma et l'obliger à sortir sur ces coups de pied arrêtés là dès qu'il en a la possibilité ou dès qu'il est à distance. Donc, il lui faut travailler la capacité à analyser les trajectoires sur lesquelles il est possible qu'il sorte et différencier celles des trajectoires où il faudra qu'il recule. Hein, donc là, c'est un travail à faire avec l'entraîneur et l'entraîneur des gardiens en collaboration avec les arrières ou même toute l'équipe hein, sur les phases de coups de pied arrêtés. C'est très important parce que là, il doit marquer. Alors, il va la mettre juste à côté, mais le gardien, il est battu. Dans un autre, voilà, dans le rapport à l'adversaire, on voit que là, il cherche à éviter hein, l'adversaire alors qu'il devrait le provoquer de manière à vraiment donner le temps et aussi à lui, à ses partenaires et à lui-même, eh bien, de trouver l'espace. Là, en l'occurrence, il devrait essayer de jouer avec Mbappé dans les pieds d'Mbappé ici et de mettre une passe du pied gauche ou du pied droit et développer une technique de passe qui permette de faire une passe à 20 mètres au sol dans les pieds d'Mbappé. Là, on voit que l'adversaire direct va dans le même sens qu'Mbappé, même si Mbappé est plus rapide en général. C'est mieux de la mettre dans les pieds dans ces cas-là, de manière à ce qu'Mbappé puisse prendre le ballon sans risque qu'il ne soit intercepté avant la rencontre avec la balle, de manière à ce qu'Mbappé, après en 1 contre 1, puisse se faire plaisir à éliminer, comme il sait le faire, individuellement son adversaire. Là, on voit qu'Mbappé a le ballon justement sur le côté. Eh bien, on va voir que même s'il ne déséquilibre pas
et élimine pas son adversaire individuellement, il est capable de jouer la passe décisive, Mbappé avec le ballon là-bas, la passe décisive avec son ami, pour son ami Mbappé, pour son ami Hakimi dans la surface de réparation. On voit que la passe est arrivée, mais encore une fois, on va s'attarder. Donc là, le contrôle va être un peu raté, ce qui fait qu'il n'y aura pas but, mais ça pourrait être amélioré dans le choix de gestes que je montre ici, que Mbappé a l'habitude de choisir. Ce geste-là est bon pour les frappes de balle et battre le gardien de but, mais ce n'est pas la frappe de balle qui permet de générer des trajectoires qui soient faciles à reprendre en une touche, comme ça devrait être le cas ici. Et ce sont des trajectoires qui sont courbes, difficiles à contrôler, et donc il n'osera pas, Hakimi, la reprendre en une touche. Il va essayer le contrôle, et comme sa frappe est courbe, que la trajectoire est courbe et que la balle tourne sur elle-même, eh bien, il va rater le contrôle, ce qui va permettre le contre et donc éviter le but à Dortmund. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à travailler. Ici, j'ai pris cette situation parce que quand on joue en 3-3-3-1, eh bien, on évite de faire que ses arrières jouent dos au jeu. Là, on voit Hakimi, qui normalement devrait jouer à la place de Marquinhos ici. Marquinhos devrait jouer à la place de Skriniar ici. Et Lucas devrait jouer à sa place habituelle. Et là, on voit que le but marqué dans cette situation par la perte de balle est lié à la perte de balle du duo Marquinhos-Hakimi. Hakimi joue dos au jeu, c'est pas vraiment le faire, hein, c'est pas vraiment son poste. Et bien, du coup, la balle va être interceptée. Lui, Marquinhos, n'a pas l'habitude de jouer le long de la ligne non plus. Il joue d'habitude dans l'axe, ce qui fait qu'il ne va pas se rapprocher lors de sa passe à lui. Il aurait dû suivre sa passe pour permettre à Hakimi de n'avoir qu'une petite passe de quelques mètres en retrait à faire, sans risque, de manière à ce que Marquinhos, avec le jeu face à lui, puisse ensuite trouver quelqu'un plus haut placé dans le terrain. Donc là, ça va occasionner une perte de balle qui va amener malheureusement le but. Enfin, c'est heureux hein, parce qu'ils seront qualifiés quand même, Paris, mais c'est des situations qui donnent, je dirais, les axes de travail au staff du Paris Saint-Germain et même à son président, puisque là, je m'adresse en fait au président sur le travail qu'il y a lieu que son équipe fasse avant d'aller jouer contre la Real Sociedad, son huitième de finale. C'est huitième de finale. Donc là, il y a but, malheureusement. Donc là, on voit encore une autre situation où Mbappé, avec le ballon, a éliminé son arrière, comme d'habitude, hein, il élimine toujours son arrière quand il est en 1 contre 1. Il va faire vraiment une passe décisive en retrait qui va amener le but de Zahir Emery, qui va donner la qualification par un trou de souris à Paris pour les huitièmes de finale de Champions League. Donc là, on voit hein, que Zahir Emery sait se projeter dans le contre-pied des arrières, dans les passes en retrait, et arrive maintenant à être efficace et à croire en son efficacité offensive. Là, j'ai choisi cette situation parce que positionné dans l'axe hein, en tant qu'avant-centre et non pas en tant qu'avant-centre buteur en pointe, quelqu'un comme Mbappé, le joueur Mbappé placé en numéro 10 de son bloc équipe, serait la plaque tournante donc de passeur décisif et de buteur de l'équipe du Paris Saint-Germain, serait donc, à mon avis, imbattable s'il jouait à ce poste-là. On voit bien que quand il est face au jeu, même en situation souvent rencontrée par l'équipe du Paris Saint-Germain, puisqu'elle a l'habitude de jouer en attaque placée, les espaces sont très réduits face aux joueurs attaquants du Paris Saint-Germain. Et on voit que même en situation d'attaque placée, quelqu'un comme Mbappé, avec un contrôle pied gauche, avec une double contact pied droit, fin de pied droit, et puis contact pied gauche, pose d'appui pied droit et frappe, il arrive dans un mouchoir de poche à décocher un tir qui malheureusement, là encore on voit, n'est pas la frappe de balle qui permet d'envoyer des balles rectilignes et précises, mais au contraire des trajectoires courbes qui là vont donc sortir du but plutôt que d'y rentrer. Donc ça, c'est quelque chose que Mbappé doit travailler, mais par contre, on voit qu'en 1 contre 1, même dans des espaces très fournis en adversaire, Mbappé est capable de trouver de faire des passes ou des tirs, hein, des passes décisives ou des buts en passant par des trous de souris. Donc, c'est bien en meneur de jeu et en numéro 10 que Mbappé doit évoluer, même s'il a le numéro 7, il doit jouer au poste de numéro 10. Voilà, là encore, hein, il pourrait se projeter et ne pas être hors jeu s'il jouait plutôt numéro 10 plutôt qu'avant-centre. On voit qu'Mbappé, eh bien, avec sa grande foulée, pourrait partir de loin dès qu'il verrait une passe possible. Et là, il ne préviendrait pas par son appel de balle les arrières qui seraient plus éloignés de lui en partant de plus loin. Et il prendrait de la vitesse avant eux, si bien qu'il pourrait recevoir la balle là avec
3, 4, 5 mètres d'avance, tellement il est rapide en fonction de la vitesse des adversaires et de leur capacité à anticiper l'espace en profondeur. Mais croyez-en mon expérience, si Mbappé était positionné en numéro 10 ici, à la place de Kolo Muani, et que Kolo Muani était en buteur ici devant Mbappé, eh bien non seulement Kolo Muani pourrait faire des appels qui battent et qui attirent en profondeur les arrières axiaux, mais Mbappé ne se gênerait pas pour s'engouffrer dans leur dos ici et pour vraiment voilà, faire du 2 contre 2 qui serait à chaque fois, qui ferait mouche à chaque fois et qui permettrait à l'équipe du Paris Saint-Germain de marquer 5 buts par mi-temps en ayant 10 occasions par mi-temps. Ça, c'est voilà, il y aura hors-jeu, hein, mais on voit, je voulais montrer cette situation-là quand même, parce qu'en 1 contre 1, Mbappé, il a quand même la capacité à avoir une frappe de balle qui est un éclair, hein, tout simplement, que le gardien, même ayant des réflexes incroyables, n'arrive jamais à arrêter. C'est-à-dire que là, il arrive même dans un angle fermé avec la frappe qui est celle des tirs qu'il faut qu'il conserve pour les tirs, mais qu'il change pour les passes décisives. Eh bien, il arrive à faire mouche à chaque fois. Malheureusement, il y aura hors-jeu. Mais là, on voit encore hein, que Mbappé, dans cette situation, positionné en tant que buteur le plus haut dans le terrain, eh bien, malheureusement, va devoir, dans la passe ici, s'arrêter et revenir sur ses appuis, perdre l'avance qu'il avait. Alors que s'il était parti depuis cette position-là, étant plus rapide que son adversaire direct à tous les coups, eh bien là, il aurait pu faire l'appel lorsque la passe de Kolo Muani aurait été possible vers l'espace laissé libre ici en profondeur. Et Kolo Muani aurait pu lui faire la même passe dans le contre-pied de son adversaire direct ici, dans l'élimination de son adversaire vers le but, mais avec un Mbappé qui aurait eu le ballon devant lui, l'espace devant lui et non pas derrière. On voit malgré tout que Mbappé récupère le ballon et qu'il arrive donc dans des espaces très réduits à décocher maintenant une frappe de balle qui, là, de l'extérieur du pied, ne prévient pas les adversaires du moment ni de l'endroit où la passe est envoyée. Donc Mbappé en numéro 10 sait faire des passes décisives cachées, si bien qu'on voit que notre ami Vitinha a tout le loisir et tout le temps nécessaire pour contrôler et frapper le ballon au but. Mais comme Vitinha n'est pas positionné au bon endroit et n'a pas non plus l'habitude de prendre ses responsabilités à ce niveau-là de compétition, en Ligue 1, il l'aurait tenté, mais là, comme ça chauffe, il n'a pas les coronesses pour prendre le challenge et se défier lui-même d'y arriver. Donc ce gars-là est un profiteur, il profite des stars autour de lui et de son intelligence et de sa capacité à travailler. Hein, le Vitinha, il est vraiment très fort pour ça, mais il n'a pas, je dirais, le cran, le charisme pour prendre la balle là et la mettre au fond. Ce qu'un Barcola va essayer de faire, mais malheureusement, comme il est excentré, il est envoyé par Vitinha à l'abattoir à sa place. Là, Vitinha devrait la remettre, pas Vitinha, Barcola devrait la remettre en retrait s'il y a mieux. Et là, il devrait la remettre en retrait pour Vitinha ou pour Mbappé, de manière à ce que le but soit quasiment assuré ou en tout cas plus facile à mettre. Enfin voilà, donc globalement, il y a un travail à effectuer pour augmenter le football de l'athlète, du joueur athlète du Paris Saint-Germain. Et là, bien, les contenus que je prodigue via un président et un conseil au président, là, ce serait par exemple le président Nasser El-Khelaifi, eh bien, je lui ferai bénéficier de l'intelligence énergétique que ces joueurs devraient développer et utiliser pour améliorer leur football à partir des clés de la performance du joueur. Eh bien, on peut voir des taux KPI qui sont transformés par un contenu football qui lui-même donne des contenus physiques qui lui correspondent et les contenus physiques font appel à une transformation de la capacité mentale d'envisager son jeu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence énergétique de la performance joueur. Il y a aussi, pour optimiser la plasticité de l'intelligence de jeu des joueurs d'équipe, cette fois-ci, de la performance sportive de votre équipe va être améliorée à partir de l'analyse des taux KPI de l'équipe. Nous développons à ce moment-là des contenus football pour l'évolution du jeu d'équipe, à partir desquels nous développons des contenus d'amélioration, d'évolution physique également de l'équipe, qui donnent lieu à des contenus d'évolution mentale du jeu collectif, du jeu d'équipe, donc au poste des joueurs d'une équipe. Là, ce serait bien sûr celle du Paris Saint-Germain, mais ça ne sert que d'exemple. Et puis ensuite, il y a l'identité groupale et sociétale que l'intelligence énergétique doit donner également par les joueurs à votre club. Quel est le jeu que le Paris Saint-Germain doit avoir naturellement? Le jeu du Paris Saint-Germain, comme l'a bien dit le président Khelaifi après sa qualification à Dortmund, c'est un jeu
où le style est un style d'attaque, un style chatoyant et surtout un style spectaculaire. Nous devons donc avoir un 3-3-3-1 qui va permettre au bloc équipe de jouer haut dans le camp adverse, de récupérer la balle le plus tôt possible et le plus haut possible dans le camp. Encore faut-il donner une identité groupale et sociétale au jeu du Paris Saint-Germain. Eh bien, là encore, nous avons, avec Michael Kay, les KPI du club qui vont donner des contenus football spécifiques de ce club-là, qui vont générer des contenus d'évolution physique spécifiques du jeu que le club Paris Saint-Germain devrait développer et vont donner donc des évolutions spécifiques d'ordre mental aux joueurs qui vont développer ce jeu-là. C'est ce qu'on appelle l'identité groupale et sociétale. C'est-à-dire quand on est à Paris, on n'est pas à Marseille et on a donc un type de jeu, un type de club, un type d'équipe et un type de joueur bien spécifique à chaque poste à développer. C'est ce que je m'apprête à faire avec le Paris Saint-Germain s'il veut se donner les meilleures chances pour se qualifier et voir et même gagner la Champions League. L'objectif, ce serait de le gagner, non pas simplement de passer le tour du 8e. Ensuite, l'intelligence économique appliquée à la mesure de la valeur des joueurs de football, eh bien, nous avons des KPI joueurs qui correspondent à l'analyse de la performance individuelle du football des joueurs professionnels de toute équipe. Et là, on parle du Paris Saint-Germain. Et donc, dont les pourcentages donnent une valeur qui vont de 1 million de dollars à 1 milliard, jusqu'à 1 milliard de dollars le joueur, en fonction de la satisfaction des KPI joueurs, entre 10% et 100%. Donc là, on analyse quoi? On analyse l'action de défense de la cible, les 3 actions avec ballon offensif, les 3 actions offensives sans ballon, les 3 actions défensives, couverture, cadrage, recul-frein, et nous avons également les actions ou l'action décisive d'attaque de la cible adverse, que ce soit les passes décisives ou les tirs au but. Voilà ce que nous pouvons donner à une équipe ou à un club, à son président, comme intelligence économique appliquée là à ses joueurs. Il y a une intelligence économique qui est appliquée également à la mesure de la valeur de son jeu d'équipe, qui sont reliés aux KPI, aux indicateurs clés de la performance football team performance, donc là d'équipe, qui donne, selon les pourcentages qui peuvent aller de 10% là également à 100% des taux KPI, eh bien, des valeurs d'équipe qui vont de 10 milliards à 100 milliards en fonction de la satisfaction ou non des KPI qui sont analysés, qui font référence au jeu spécifique du gardien de but et son interaction avec les arrières, les milieux et les avants, au jeu spécifique des 3 arrières. Si on reprend notre système 1-3-3-3-1, les 3 arrières pourraient être analysés d'un point de vue économique dans leur manière de jouer en interaction avec leurs partenaires, que ce soit le gardien, les milieux, les avants et le buteur, le jeu spécifique des milieux, le jeu spécifique des avants et le jeu spécifique du buteur en interaction avec toutes les lignes des partenaires. Ça donne une valeur spectacle, mais aussi une valeur efficacité. Donc, tous les KPI que nous utilisons sont des KPI qui analysent le jeu tactico-technique de 2 points de vue, selon 2 critères. Le critère d'efficacité tactique, c'est-à-dire qu'on essaie de marquer des buts et de ne pas en prendre, mais aussi le critère spectaculaire, qu'est-ce qui permet aux spectateurs, aux joueurs et à ceux qui jouent avec le joueur en possession de balle, eh bien, de vivre des émotions de joie conférées naturellement par le jeu et par tous ceux qui jouent et qui connaissent le bonheur de jouer au football. Donc, c'est à la fois spectaculaire, à la fois efficace, le jeu d'équipe et les KPI d'équipe. Ensuite, il y a les KPI de l'intelligence économique appliquée à la mesure de la valeur des clubs, cette fois-ci, qui sont des indicateurs clés de performance liés à la football management performance, comment on manage le jeu de son club, un jeu bien stylé, bien spécifique à ce club-là. Eh bien, on donne du coup des taux KPI qui vont également là de 10% à 100% et qui donnent des valeurs là qui vont de 100 milliards à 1 trillion, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars quand ces KPI pourraient être respectés. Ça n'existe pas encore aujourd'hui parce qu'on est là à des niveaux de performance de jeu club qui sont, on en est aujourd'hui très très loin. Donc la valeur des joueurs de l'équipe professionnelle donne une valeur bien sûr au club. La valeur des joueurs également et des équipes de la post-académie du club lui donne une valeur puisqu'on anticipe là la valeur joueur et la valeur d'équipe dans quelques années que le club pourra générer sans avoir à acheter de joueurs dans un autre club qui les formerait et qui les préparerait au jeu individuel et d'équipe mieux que nous-mêmes. Mais même, et là on va le voir avec la Real Sociedad, la Real Sociedad a un jeu stylé de son club,
qu'il confère à son jeu d'équipe et qu'il confère à ses joueurs en jeu individuel également. Donc, il y a aussi une valeur des joueurs et des équipes d'académie, une valeur des joueurs et des équipes pré-académie, moins de 11, moins de 13, et une valeur des joueurs et des équipes écoles de football, moins de 5, moins de 7, moins de 9. Ça donne une valeur qui peut aller jusqu'à 1 trillion de dollars. On va le voir pourquoi, grâce à l'intelligence artificielle appliquée à la formation technique des footballeurs. Donc, quand le club est champion dans son pays ou est champion sur son continent, voire champion du monde, eh bien, à ce moment-là, à Michael Kay, eh bien, on lui délivre une intelligence artificielle, à savoir une plateforme qui est susceptible de lui développer non seulement la valeur de club, la valeur d'équipe, la valeur de joueurs présente au club, mais aussi un logiciel qui est capable, à partir de l'analyse des choix techniques, c'est-à-dire des choix de trajectoire de gestes des joueurs à l'international, eh bien, de suivre et de donner automatiquement par une intelligence artificielle, de calculer des contenus TGCC en forme de trajectoire, en rythme de geste et en contact avec ballon et en contact avec le sol également, des contenus que des joueurs, quel que soit leur âge, peuvent travailler sur le plancher de leur salon ou sur le plancher de leur salle d'entraînement, comme ils peuvent bien sûr les utiliser, ces contenus d'intelligence artificielle, dans leurs entraînements en club. Et ça, c'est pour la formation technique. Nous avons également une intelligence artificielle appliquée à la formation tactique des footballeurs, qui leur donne donc la possibilité d'évoluer dans leur choix de trajectoire de déplacement, donc les choix tactiques, avec des contenus qui leur permettent de structurer l'espace par rapport à leurs partenaires cibles, de se donner des choix de mouvement par rapport à leur adversaire, de se donner également des trajectoires de joueurs à eux-mêmes, mais aussi à leurs partenaires, et donc d'envisager des contacts avec le sol, cette fois-ci, pour se déplacer, que ce soit avec le ballon, sans le ballon offensivement, et défensivement, sans le ballon. Donc là, on a vraiment un travail à la fois physique, physiologique, mais surtout tactique, qui est généré par l'intelligence artificielle Michael Kay pour former à distance, comme en présence, ces joueurs de club, comme des joueurs pour le club à distance dans le monde entier, quand on est une marque internationale comme Paris Saint-Germain, par exemple. Nous avons également une intelligence artificielle qui permet, à partir de l'analyse des KPI d'un joueur ou d'une équipe, eh bien, de lui donner les contenus respectifs de ces 11 joueurs titulaires, donc les 11 joueurs que l'intelligence artificielle va pouvoir analyser à partir de vidéos de matchs, eh bien, donner les contenus qui vont aider les joueurs à améliorer leur choix de trajectoire de balle, comme j'ai commencé d'en parler sur les quelques images choisies des matchs récents du Paris Saint-Germain. Eh bien, nous pouvons donner des contenus en structuration mentale par rapport au jeu avec l'adversaire, hein, de programmation mentale des cibles partenaires ou des cibles buts, hein, quand on est en situation de marquer, de visualiser également comment visualiser mentalement ou quelle trajectoire vis-à-vis de la cible partenaire ou but visualiser mentalement pour développer ces trajectoires-là dans son jeu, et puis bien sûr réaliser mentalement tout simplement les trajectoires de balles requises par le jeu et demandées par l'intelligence artificielle, donc automatisées. À partir de l'analyse d'un match sur vidéo, cette intelligence artificielle est capable de non seulement donner un taux KPI, donc une valeur économique aux joueurs, à l'équipe, à son club, mais aussi de donner à chacun de ces joueurs analysés les contenus, match après match, qui lui correspondent dans son évolution mensuelle, voire même quand c'est des stars professionnelles, eh bien, hebdomadairement, le joueur va se voir et son entraîneur avoir ses contenus respectifs comme son directeur sportif. Il y a donc la possibilité de devenir un propriétaire de club champion. Hein, c'est l'objectif que l'on a à Michael Kay pour cette première année, c'est d'utiliser une équipe et donc un propriétaire de club par championnat professionnel, de manière à le rendre champion s'il est en situation à mi-saison de l'être, et puis de créer la Football Management Academy de son club, à savoir pour le football une intelligence énergétique qui lui permette d'augmenter le capital sportif de son club, la compagnie de management qu'on appelle la compagnie MKI qui va lui donner une intelligence économique pour augmenter le capital social de son club, c'est-à-dire la valeur des parts sociales de son club, en lui créant, qui plus est, une deuxième compagnie qui, elle également, va avoir une valeur de part sociale qu'aujourd'hui le club ne compte pas dans son capital social. Et puis, concernant l'intelligence artificielle, eh bien, lui développer une académie, une plateforme en ligne qui permette d'augmenter non seulement
le capital joueur présent au club comme le capital joueur à l'extérieur du club en fonction qu'il soit une marque nationale, donc que ce soit un champion national, un champion continental ou un champion international. Donc, si je conclus par rapport au Paris Saint-Germain, eh bien, quand on est Qatar Sport Investment, quand on est l'émir du Qatar, quand on a investi depuis 12 ans avec succès, il faut le reconnaître, et qu'on veut développer un style, une marque, une façon de jouer qui soit à la fois efficace et spectaculaire, qui fasse de nous à la fois un champion. Là, c'est champion du monde qu'il faut viser, évidemment. Je ne doute pas un seul instant que l'émir du Qatar a envie que son Paris Saint-Germain devienne champion du monde une fois qu'il aura gagné la Champions League. C'est faisable avec les contenus que je viens de vous délivrer. Je m'appelle Michael Kay et j'espère que j'aurai été d'une aide pour les joueurs, pour les clubs, pour les entraîneurs du Paris Saint-Germain comme les autres qui auront regardé cette première vidéo de la chaîne YouTube Michael Kay. Je vous dis à très bientôt sur le site michaelkay.com ou sur la chaîne YouTube.